Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, merci d'avoir répondu au Slido. Alors, on a vu tout à l'heure que, bon, la majorité des gens sont curieux, sont heureux, bien, même en voyage. Curieux, enthousiastes. Merci beaucoup. On a aussi vu que, certains sont fatigués. Donc, on espère que, justement, les exercices et les outils qu'on va mettre en exercice avec vous aujourd'hui vont vous permettre d'aller de l'avant avec ça. Ah, j'ai oublié ma manette. Pour changer les sur slides. La table. Oui. Désolée. Merci. OK. Alors, pour ceux qui le veulent, on a préparé une fiche outil qu'on va vous laisser à la fin de la conférence. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez scanner la fiche outil si vous voulez la télécharger dans votre téléphone. Sinon, bien, il y a Francis qui est juste ici. Vous pouvez lever la main si vous voulez préférer la version document en papier. On peut vous la remettre pour que vous puissiez l'utiliser par la suite. Donc, c'est bon? Vous avez... Je vais vous laisser quelques minutes pour la télécharger. Sinon, bien, à la fin, si vous le voulez, là, on pourra remettre le code QR, puis vous allez pouvoir le télécharger. Sinon, Francis, il y a le code QR sur la fiche outil que vous allez pouvoir télécharger par la suite. C'est bon? OK. Bon? OK, parfait. On va commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Vous n'avez pas idée à quel point Gabi et moi, on est vraiment fiers D'être ici. Et heureuses d'être ici. Fiers parce qu'on va vous présenter une approche en laquelle on croit fortement. J'ai été moi-même professionnelle dans le réseau de la santé. J'ai pu expérimenter et vivre les enjeux à laquelle on doit faire face sur le terrain. Et je suis heureuse parce qu'on va pouvoir vous présenter, vous partager en quoi l'intelligence émotionnelle représente, selon nous, une stratégie de prévention pour les professionnels en première ligne. Alors, avant de débuter, je vais inviter Gabi à venir se présenter. Merci, Mélanie. Oui. Ouais. Donc, moi aussi, très contente d'être ici avec vous. Je me présente rapidement. Mon nom, c'est Gabi Da Silva. Je suis une coach professionnelle accréditée ICF avec 2500 heures de pratique, surtout dans les grandes organisations québécoises. Je travaille beaucoup avec des gestionnaires pour développer leur intelligence émotionnelle et développer toutes les compétences nécessaires pour gérer des équipes. Je travaille aussi dans le domaine de la santé. Et j'ai travaillé avec des gestionnaires dans le domaine de la santé, avec des infirmières, pour justement mieux travailler avec leurs équipes. Fait qu'on touche toujours au thème d'aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle. Et j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de vétérans qui ont un stress post-traumatique. Donc, je suis une coach qui est aussi informée sur le trauma. Et je sais ma limite entre psychologue, psychiatre et coach. Et on travaille les trois ensemble pour pouvoir accompagner les gens qui vivent des traumas sévères. À part de ça, j'aimerais ça juste vous dire que il n'y a rien d'autre à dire. Ma spécialité, c'est le leadership et c'est tout ce qui a trait au développement de la personne dans une organisation et dans un système, que ce soit de la santé ou même autre. Puis je vais te laisser te présenter, toi, ma belle. Sais-tu, c'est lequel? C'est le vert. C'est juste le vert ici. Oui. Hein? Parfait, merci. Alors, je me présente, Mélanie Boucher. Je suis, comme je vous disais, j'ai été infirmière clinicienne de formation. J'ai œuvré pendant plus de 24 ans dans le réseau de la santé, dont les 10 dernières en première ligne. J'ai à mon actif une maîtrise en sciences des religions. Je suis aussi coach professionnel. J'ai la certification de l'International Coach Federation. Et ma spécialisation, c'est bien sûr l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai été formée pour pouvoir utiliser un outil de mesure qui mesure le quotient émotionnel qu'on va voir tout à l'heure, qui est le QI 2.0. Et on est spécialisé dans des programmes qu'on développe qui répondent à des besoins de nos clients. Donc, avant de commencer, on va inviter un médecin de famille à qui on a offert un de nos programmes spécialisés, qui est le programme Renouveau. Dans ce programme-là, on utilise justement l'intelligence émotionnelle comme approche pour prévenir, comme stratégie de prévention contre l'épuisement professionnel. Donc, j'inviterai Guillaume Langlois à venir nous partager ce que l'intelligence émotionnelle est venue apporter dans sa vie personnelle et professionnelle.
Bonjour. Donc, ça ne sera pas très long, là. De toute façon, on va laisser la place à la présentation. Moi, premièrement, ce que je voudrais dire, ce que je sais aujourd'hui par rapport à l'intelligence émotionnelle, j'aurais vraiment beaucoup aimé pouvoir le savoir il y a 3 ou 4 ans. J'aurais probablement vécu la transition que j'ai faite dans ma façon de travailler, de vivre ma vie personnelle, professionnelle, de façon beaucoup plus harmonieuse. Ça aurait été aussi moins difficile pour mes proches, mes accompagnateurs, mes collègues de travail aussi. Parce qu'au moment où moi j'ai arrêté, malheureusement, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute. Mes collègues se sont retrouvés avec la catastrophe qu'on ne veut pas. Se retrouver avec mes patients, pris à la dernière minute, le secrétariat déborde, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si j'avais eu les notions qui vont vous être présentées, bien, probablement que j'aurais réfléchi de la meilleure façon. J'aurais su d'abord et avant tout ce que je voulais vraiment, au lieu de me laisser guider par l'inconscient. Ben, le découvrir, savoir ce que je voulais vraiment, pourquoi je le faisais. L'accès à première ligne, si vous suivez mon parcours, ça a toujours été une priorité. Maintenant, je sais pourquoi, je sais exactement ce que je veux faire, comment je veux le faire. Évidemment, ça se réadapte tout le temps au fil du temps. Mais donc, ça m'a permis d'avoir des lumières, puis à la fois au niveau professionnel, d'avoir un travail beaucoup plus valorisant pour moi que ce que j'avais avant, beaucoup plus inspirant aussi, beaucoup plus motivant. Mais ça a eu des répercussions aussi dans l'ensemble de ma vie avec mes enfants. Juste la façon que je les regarde, la façon qu'ils sentent, être plus en contact avec ses émotions, ça permet de vivre aussi mieux avec nos amis, nos collègues. Fait que ça a vraiment changé ma vie. La question que je me pose maintenant, parce que là, on a vu d'une autre présentation, 50 à 70 % des travailleurs de la santé ont vécu ou ont des symptômes là, qui sont en lien avec la détresse psychologique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, vous allez avoir des notions aujourd'hui, mais moi, ma grande question, c'est comment qu'on fait après ça, vous, dans vos milieux, comment vous allez faire pour ramener ces notions-là aux autres, à votre entourage. Premièrement, pour vous, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ce réseau-là? Parce que de le changer de l'extérieur, c'est pas évident. Il y a des belles solutions qu'on a vues pendant le congrès, mais de le changer soi-même de l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à n'importe qui, n'importe quand. Mais après ça, comment on met ça en place? Je vous laisse bonne conférence. Merci. Merci, Guillaume. Alors, comme on est en majorité des professionnels du réseau de la santé, dont des gestionnaires, l'objectif principal de la formation est de continuer à développer l'impact de votre intelligence émotionnelle sur vous-même et sur vos interactions professionnelles et personnelles. Donc, il existe à l'heure actuelle plusieurs définitions sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Ça a été développé depuis les 25 dernières années, mais dans le contexte de la présentation, on en a choisi une, et c'est celle du docteur Daniel Goleman, qui est bien connu dans le domaine, donc qui est docteur en psychologie. Donc, la définition qu'on a choisie, c'est la capacité de comprendre et de gérer ses propres émotions et celles d'autrui. Donc, bien évidemment, l'intelligence émotionnelle a un impact à plusieurs niveaux dans notre vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc, elle nous permet d'avoir des interactions sociales mutuellement satisfaisantes, des relations professionnelles agréables et efficaces. En stratégie de négociation, nous permet d'être équitable. En gestion et motivation d'équipe, nous permet de développer notre leadership. Au plan personnel, nous permet de comprendre et gérer son anxiété, son stress et ses peurs. Nous permet d'avoir des relations de couple plus satisfaisantes, des relations familiales à l'intérieur duquel on peut être harmonieux et tisser des liens plus solides, et d'être plus habile en gestion de conflits. Donc, pour continuer, on aimerait connaître votre opinion de ce que vous pensez le QI versus le QE. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir le petit slido pour la question? Donc, on aimerait que vous répondiez à un sondage qu'on va voir apparaître sur la salle, d'accord? Alors, vous avez juste à scanner le code QR et on aimerait connaître, selon vous, quelle est la part de l'intelligence émotionnelle dans votre vie? Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre.
OK. Alors, tout le monde a pas mal répondu. Donc, intéressant. Ce qu'on voit, c'est que 55 %, donc un peu plus que la moitié de la salle, disent que c'est 80 %. 26 % disent que c'est 50 %. L'autre côté, 10 % disent que c'est 100 % et, je ne vois pas l'autre, 20 % disent que c'est... Non, 8 % disent que c'est 20 %. Ouais. Parfait. Intéressant. Bon, j'aimerais avoir... Parfait, merci beaucoup. Alors, ce que j'aimerais pour vous partager, c'est qu'il existe à l'heure actuelle encore des débats sur l'exactitude de la contribution de l'intelligence émotionnelle dans notre vie personnelle et professionnelle. Mais selon une étude qui a été menée par Kotrus et al. En 2012, il semblerait que le quotient émotionnel contribuerait à 20 %, contrairement à 80 % au niveau de l'intelligence émotionnelle pour augmenter le succès dans notre vie professionnelle et personnelle. Mais ce qui est bon de savoir aussi, c'est que, évidemment, le quotient intellectuel contribue largement lorsqu'il est temps de, par exemple, accomplir une formation académique, comme en médecine, en gestion ou dans le domaine professionnel. Mais que c'est lorsqu'on rentre dans le domaine professionnel, donc dans le monde du travail, et qu'on doit se gérer soi-même, gérer des équipes à travers lesquelles, ou des systèmes complexes à travers lesquels on doit gérer des humains, donc des émotions, que c'est à ce moment-là que le quotient émotionnel entre en ligne de compte. On a fait aussi une revue de littérature sur l'impact du manque d'intelligence émotionnelle dans le secteur de la santé. Et voici ce qui en est ressorti. Donc, on dit qu'un manque de compétences en intelligence émotionnelle contribuerait à affecter le diagnostic. Contribuerait aussi à avoir un impact sur la qualité des décisions et des soins. Un manque de compétences en intelligence émotionnelle augmenterait le risque de conflits interpersonnels, contribuerait à diminuer la qualité du leadership, contribuerait largement à augmenter le risque d'épuisement professionnel et augmenterait le risque de résistance au changement. Comme le quotient intellectuel, le quotient émotionnel est aussi mesurable. Il y a une entreprise qui s'appelle MHS, que l'on nomme Multi-Health System, a élaboré un outil de mesure qui s'appelle l'EQI 2.0, comme je vous parlais tout à l'heure. Et cet outil de mesure-là permet de mesurer de manière quantitative les compétences en intelligence émotionnelle. La façon qu'on le mesure, c'est sous forme de fréquence d'utilisation. Cette même entreprise-là, MHS, a aussi, cet outil-là qu'il a développé a été validé pendant plus de 25 années sur plus d'une dizaine de milliers de personnes. Donc, il est quand même valide. Cette même entreprise-là a fait des méta-analyses et ils ont récolté des résultats et ils les ont catégorisés selon divers types de professions. Donc, le premier qu'on a répertorié, on en a répertorié 2 au total. La première, qui nous intéresse tous, c'est le domaine de la santé. Alors, dans ces résultats, on peut voir que nous avons les 3 compétences au-dessus qui sont celles qui sont le plus fréquemment utilisées dans le domaine de la santé, et celles du bas, ce sont les potentiels de croissance, donc celles qui sont les moins fréquemment utilisées. Donc, on peut voir, dans le domaine de la santé, celle qui est la plus utilisée, on peut s'y attendre, c'est l'empathie. Et celle qui est dans le potentiel de croissance, donc c'est celle qui est la moins fréquemment utilisée, c'est celle de l'affirmation de soi. Et lorsqu'on la compare, par exemple, à celle des cadres dirigeants, on remarque que dans celle des cadres dirigeants, celle qui est la plus fréquemment utilisée, c'est celle de résolution de problèmes, et celle qui est la moins fréquemment utilisée, c'est celle de l'expression émotionnelle. Donc, lorsqu'on fait une comparaison entre celle, par exemple, des cadres dirigeants qui est la plus fréquemment utilisée, donc celle de résolution de problèmes, donc on a tendance à être axé plus sur les résultats et l'efficacité, et qu'on compare l'écart avec ceux du domaine de la santé, qui est l'affirmation de soi, donc la capacité à donner du feedback constructif, mais lorsqu'il y a un écart comme ça, c'est intéressant de remarquer la différence, parce qu'il y a un écart, parce que ça peut nous démontrer un potentiel de difficulté que l'on peut expérimenter entre nous. Donc, maintenant qu'on connaît un peu la définition de ce qu'est l'intelligence émotionnelle, de ses impacts que ça a sur nous, on va vous présenter les 4 compétences clés en intelligence émotionnelle.
Donc, les 4 compétences clés en intelligence émotionnelle, selon Daniel Goleman, sont répertoriées en 2 catégories, qui sont les compétences personnelles, qui sont la conscience de soi et la maîtrise de soi, et les compétences sociales, qui sont la conscience sociale et la gestion des relations. Jusqu'à date, tout le monde me suit? Super. OK. La définition de la conscience de soi, c'est la capacité à reconnaître et comprendre ses propres émotions. Alors, pour comprendre ce qu'implique la conscience de soi, on vous a préparé une petite animation pour vous illustrer cela. Donc, ce qu'il faut savoir pour comprendre ce qu'implique la conscience de soi, il faut d'abord se poser 2 questions. La première, sommes-nous conscients de nos filtres? Et la deuxième, sommes-nous conscients de l'impact des émotions qu'ils ont sur nous? Donc, sommes-nous conscients de l'impact de nos émotions sur nous-mêmes? Donc, imaginons ici un événement déclencheur. Ça peut être, par exemple, un collègue ou une collègue qui vient vous voir dans votre bureau et qui vous parle de son problème. Imaginons ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'on a tous des filtres. Et ces filtres, imaginons par exemple c'est des lunettes rouges, bien ces filtres vont modifier la perception que nous avons de l'événement, donc l'événement déclencheur. Et ces filtres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont percevoir l'événement déclencheur comme ils le voient, et ça va engendrer une réaction émotionnelle. Cette réaction émotionnelle va faire en sorte que la façon dont votre collègue qui est venu vous parler de son problème, bien, le ton qu'elle va prendre va vous paraître considérablement irritant. Autre chose à savoir, c'est que les filtres, ils viennent de notre passé. Okay? Ce sont des réactions, ce sont des impressions, ce sont, je dirais, des impressions émotionnelles qui nous viennent d'événements antérieurs. Par exemple, cette collègue qui utilise un ton particulier, bien, ce ton-là qu'elle utilise pourrait vous rappeler celui que votre mère prenait lorsqu'elle vous réprimandait quand vous étiez enfant. Et c'est cette réaction émotionnelle-là qui ressurgit lorsque votre collègue utilise ce même ton. Et ce filtre-là, ces filtres-là, ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont vous impacter vos émotions sur 3 plans. Donc, le premier plan, c'est sur le plan psychologique. Par exemple, ils vont vous entraîner dans une boucle d'anticipation des événements. Ils peuvent aussi provoquer des ruminations. Ils vont aussi vous impacter sur le plan physiologique. Donc, ils vont provoquer une réaction physiologique qui peut être, par exemple, une augmentation de votre fréquence cardiaque, la sensation d'un serrement au niveau de la poitrine, un nœud dans l'estomac. Et ils vont aussi vous impacter au point de vue comportemental. Donc, ils vont provoquer des réactions comme, par exemple, sous le coup de la colère. Vous pourriez vous mettre à crier ou à hausser le ton. Autre chose qui est intéressant à savoir, c'est que ces mêmes filtres, ces lunettes, peuvent être teintés de préjugés favorables. Donc, encore cette fois-ci, l'événement déclencheur, par exemple, vous avez une cliente qui vient vous consulter dans votre bureau et elle a un comportement un peu timide. Son comportement de timidité, de réserve, pourrait susciter chez vous, par exemple, une réaction de protection. Vous voulez la protéger. Pareil comme, par exemple, quand vous étiez enfant, vous protégez votre petite sœur, qui avait ce même comportement de réserve. Et encore une fois, cela va engendrer chez vous une réaction émotionnelle qui va vous impacter tant sur le plan psychologique, physiologique et comportemental. Par exemple, cette fois-ci, mais lorsque vous êtes en contact avec cette cliente avec un comportement de réserve, bien, vous pourriez peut-être lui accorder plus de temps que nécessaire. Donc, on fait un petit rappel. Lorsqu'on se questionne ici, sommes-nous conscients de soi, mais est-ce que je suis conscient de mes filtres? Donc, est-ce qu'ils sont teintés d'un biais positif ou une fermeture négative? Et est-ce que je suis conscient des impacts qu'elles ont sur moi? Alors ici, je vais inviter Gabi à venir nous parler de comment développer la conscience de soi. Merci, Mélanie. Y en a-tu ici qui connaissent la fenêtre de Johari? Oui? Super. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je l'explique très rapidement. Puis pourquoi je l'aborde ici aujourd'hui, c'est parce que je veux qu'on s'imagine avoir une fenêtre devant nous
Et on décide qu'est-ce qu'on va montrer au monde. On peut décider de montrer consciemment quelque chose qu'on aime beaucoup. Je suis compétente dans certaines choses, donc j'aime démontrer mes compétences. Ça va être la partie de l'espace public. Ce que je vais vous laisser savoir à propos de moi. Donc, je connais ça à propos de moi, puis maintenant, vous le savez parce que je vous le démontre. Mais il y a aussi des choses qu'on ne veut pas nécessairement montrer. Fait qu'on va peut-être mettre le rideau un petit peu, là, parce que peut-être que j'ai un tempérament avec une petite mèche courte, je réagis d'une certaine façon que j'aimerais pas ça que mes collègues réalisent. Donc, je vais essayer de le cacher. Donc, on pourrait dire que c'est connu de moi, mais c'est inconnu de l'autre. Une petite parenthèse ici, des fois, le rideau est un peu transparent. Donc, on pense le cacher et ce n'est pas nécessairement caché. Donc, d'où vient maintenant la conscience de soi et la conscience de l'impact qu'on a sur les autres et qu'est-ce qu'on a comme impact sur eux vraiment? Il y a aussi une angle mort. C'est l'angle qui est inconnu de moi. Et cette partie-là, elle est à développer parce que souvent, elle est connue des autres. Donc, peut-être le fait que j'ai une mèche courte, peut-être que je ne le sais vraiment pas que je l'ai, puis c'est pas que j'essaie de le cacher, c'est juste que personne ne me le dit. Je suis nouvellement employée au travail professionnel, puis mes parents m'ont jamais dit que j'ai un tempérament. Mais j'arrive dans une équipe, et là, tout d'un coup, les gens me parlent un petit peu moins, et je remarque qu'il y a peut-être une petite froideur. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont nous le dire, parce qu'on est qui, nous, pour leur dire qu'ils ont un tempérament, etc. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas, mais on gagne à savoir quels sont nos angles morts. Fait qu'on a besoin des autres pour aller chercher notre conscience de soi. Et finalement, la zone mystère, on n'y pense pas toujours. La zone mystère, je ne peux pas vous la montrer, je ne la connais pas. Puis, vous ne pouvez pas me donner du feedback, vous ne le savez pas non plus. Fait que c'est quoi une zone mystère? Une zone mystère, c'est... L'exemple que je donne, c'est souvent quand on passe d'employé à gestionnaire. Je n'ai jamais été gestionnaire. Je ne sais pas s'il y a certaines compétences de gestion que j'ai ou que je n'ai pas. Mais une fois que je rentre dans une situation nouvelle, c'est là que je vais découvrir que, hey, finalement, je suis faite de ceci, j'ai certaines compétences, je suis quand même assez bonne à pouvoir connecter avec les gens, je ne pensais pas, ou j'ai une bonne écoute, finalement. Donc, cette zone mystère-là, comment qu'on va aller justement ouvrir notre fenêtre et mieux se connaître, c'est en essayant des choses nouvelles, parce que c'est là qu'on peut découvrir qui on est. Ça m'amène à vous montrer un outil que, bien, plus qu'un outil, mais je vais le nommer comme ça, la rétroaction comme outil pour mieux se connaître. Et là, la rétroaction, c'est pas juste ce que quelqu'un d'autre peut me dire à moi. Ça serait demander du feedback. On peut demander du feedback du côté droit ici, ou est-ce que ça serait demander à quelqu'un de me donner leur opinion de vous, comment ça a été, comment est-ce que je travaille en équipe avec toi, qu'est-ce que tu en penses. On va recevoir du feedback formel de nos gestionnaires. Fait que ça, c'est aidant, mais c'est très restreint, ce feedback-là. Le feedback informel, c'est la capacité d'écouter et de remarquer, tu sais, se faire un peu une réflexion de soi, là, mais à travers qu'est-ce que je remarque des gens à propos de moi, comment est-ce qu'ils interagissent avec moi. Est-ce que je remarque que les gens viennent me voir pour parler de certaines situations ou non, ils vont voir mon collègue, mais ils ne viennent pas me voir. Pourquoi ils ne viennent pas me voir? Fait que ça peut m'amener à me poser des questions de pourquoi il y a des choses qui se passent alentour de moi. Mais il faut se les poser, ces questions-là. Ça, j'appelle ça du feedback informel. Parce que oui, je peux demander à mon collègue, mais je peux aussi juste faire une lecture de qu'est-ce qui se passe alentour de moi. Et finalement, un feedback 360. Peut-être que vous le connaissez, c'est quoi? Un feedback qu'on va aller demander, on peut le faire de façon formelle ou informelle, à différentes personnes, différents partenaires qui travaillent avec nous. Mon collègue, mon patron, un partenaire de l'extérieur, une clinique avec qui on travaille, un autre comité, etc. Et ils vont tous avoir des opinions un petit peu différentes, mais on va commencer à voir, il y a quelque chose qui se forme ici à propos de moi. Est-ce que je le savais, je ne le savais pas? Qu'est-ce que je peux en faire? Et du côté gauche ici, bien, je peux me donner du feedback aussi. Comment est-ce qu'on se donne du feedback? Bien, on peut faire une petite recherche. Aller sur Google, taper roue des émotions, liste des émotions, roue de besoins, liste de besoins. Vous allez avoir des mots concrets qui vont vous aider à vous reconnaître. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas le langage et c'est difficile de
de se voir aller parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en ayant des mots concrets, on est capable de dire, ah, bien justement, collaborateur, mais je suis collaboratrice, moi, j'ai un besoin de collaboration, émotion, ah, ça tombe dans l'envie. Je n'avais pas réalisé ça, mais oui, j'ai des envies. Je suis envieuse de certaines personnes, etc. Et on a la façon formelle aussi, qui est le EQI 2.0 que Mélanie, elle offre, justement, qu'elle est certifiée, qu'elle disait au début. Bien, on peut aller chercher plein de tests psychométriques aussi, puis il y en a plein aussi qui sont gratuits sur l'Internet, une petite mini-version, juste pour mieux se connaître. Donc, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire rapidement parce qu'on a juste 1 heure ensemble, puis on veut répondre à vos questions à la fin aussi, là. Mais juste vous donner une petite idée, puis je vais tout le mettre... tout dévoiler mon jeu tout de suite. Premier exercice que je vous ferai faire, c'est, pour mieux vous connaître, c'est de penser à une situation qui est un moment déclencheur pour vous. Donc, bien, donner l'exemple de peut-être quelqu'un monte le ton, puis pour vous, bien, ça déclenche quelque chose. Ou ça peut être un patient, certains patients, la manière qu'ils vous parlent. Ça peut être un collègue quand vous travaillez ou quand vous demandez de l'information ou de l'aide, comment est-ce qu'il vous répond. Ça peut être votre patron, ça peut être des employés. Une interaction, un comportement, une situation où ça vient me déranger. On porte toutes des lunettes. On a des filtres. Je vais vous inviter à juste vous poser la question, c'est quoi qui m'habite? C'est quoi qui fait que je n'aime pas ça? Puis souvent, c'est un dialogue interne. Allez voir qu'est-ce que vous vous dites. Il se prend pour qui? Mais non, mais franchement, c'est un manque de respect. Ou j'ai pas le temps pour ça. Donc, c'est quoi votre dialogue interne? Déjà, ça va vous donner une idée de, bon, ben c'est quoi mon filtre à l'intérieur qui m'habite? Et maintenant, remarquez comment vous réagissez à ça. Il y en a qui sont très bons pour tout cacher puis ils restent super calmes, super, c'est parce que c'est pas un très gros déclencheur. Allez en chercher un autre. Quand ça vous déclenche, on réagit. On peut réagir de façon agressive et tout comme on peut réagir de façon passivement agressive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, j'ai été super gentille, c'est juste que je t'écoute plus, mais j'ai rien dit. Non, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, c'est juste que j'ai pas le temps de venir à la rencontre cette fois-ci. Puis il y en a d'autres, ben, sont très directs, ils vont vous le dire. Ben moi, là, je suis pas d'accord pantoute. Ben si tu me parles comme ça, là, ben moi, ça me tente pas, fait que moi, je vais aller ailleurs. Donc, quelle est notre réaction? Donc, ce que je vous demande de faire, c'est une introspection. Tout le monde sait c'est quoi une introspection. Ça, c'est un petit exemple rapide pour juste aller voir, justement, comment on peut aller se connaître un peu plus. On va y revenir par la suite avec le deuxième élément, la deuxième composante, qui est la maîtrise de soi que Mélanie va vous présenter. Fait qu'on va revenir sur, bon là, une fois que j'ai mon introspection, je fais quoi? Merci, Gabi. Un plaisir. Désolée, j'ai une petite extinction de voix. Il faut prendre un petit verre d'eau. Merci. OK. Merci beaucoup, Gabi. Un plaisir. Alors, maintenant qu'on a compris quels sont nos déclencheurs, nos filtres et nos réactions, on est maintenant prêt à passer à la maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce que la maîtrise de soi? C'est la capacité à gérer et contrôler ses émotions et comportements. Alors, pour pouvoir vous illustrer ceci, alors, ce qu'on veut vous apporter, aborder en ce moment, c'est le concept de dialogue interne, le self-talk. Alors, c'est quoi le self-talk? Bien, en fait, c'est les choses qu'on se dit à soi-même. Hein? C'est notre dialogue intérieur. C'est les histoires qu'on se raconte. En fait, c'est la direction. C'est le sens qu'on donne aux événements. Et à quoi sert le dialogue interne à ce moment-ci? Bien, pour vous le représenter, mais on va prendre encore l'événement déclencheur de tout à l'heure avec les filtres, les lunettes rouges et le déclencheur rouge, donc une situation de fermeture. Donc, à quoi sert le dialogue interne ici? Bien, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est dans une situation de réaction comme ça, c'est qu'il va venir intervenir pour modifier l'impact de vos émotions sur vous-même, donc sur le plan psychologique, physiologique et comportemental. Donc, à quoi il va servir? Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est à quoi ça peut ressembler un dialogue interne. Imaginons, par exemple, que votre dialogue interne,
c'est votre président du conseil d'administration intérieur. Donc, le rôle du président du conseil d'administration, qu'est-ce qu'il fait? C'est que lorsqu'il y a un événement qui arrive, une situation, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre un moment de recul. Il doit convoquer tout son conseil. Ils s'assoient ensemble. Votre conseil, c'est vos filtres. C'est vos lunettes rouges, vos lunettes roses, bleues, vertes, celles que vous voulez. Alors, tout le monde se rassemble, on prend un pas de recul et on écoute nos filtres pour en devenir conscient. Et une fois qu'on a écouté nos filtres et qu'on l'a entendu, bien, c'est le président du conseil d'administration qui choisit la réaction adaptée à la situation. Donc, la réaction la plus favorable. Pour développer le dialogue interne ou cultiver la maîtrise de soi, bien, il existe plusieurs outils, plusieurs façons de faire. On n'aura pas le temps de tout l'expliquer en détail aujourd'hui, mais sachez que sur la fiche outils, tous les liens sont en bas, à la fin, et vous pouvez avoir plus d'informations si vous êtes intéressé à en savoir plus. Donc, pour faire un petit résumé, bien, pour développer la maîtrise de soi, bien, il faut faire du développement personnel. Comment on fait ça? Bien, c'est par des exercices de pleine conscience. L'entraînement physique, bien sûr. On peut avoir un journal d'autoréflexion. On peut avoir des techniques pratiques, comme des pauses d'autocompassion, la méthode d'ancrage, on se recentre, et de la cohérence cardiaque. On peut prendre aussi des outils de distanciation émotionnelle, donc la technique ABC, qui est Accept, Breathe and Choose. Okay? Ensuite, il y a la thérapie d'impact, des différentes techniques de thérapie d'impact qui ont été développées par Dr. Danny Beaulieu, que je vous recommande d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment très efficaces. Et des techniques de visualisation qui s'appellent la pratique mentale. Alors, je vais inviter Gabi à venir faire l'exercice avec vous de pratique mentale. Merci. Bon, bien, ça, c'est quelque chose qu'on fait en coaching. Beaucoup. Et c'est pas juste en coaching qu'on fait ça. Nos athlètes le font aussi. Vous le connaissez. La visualisation, c'est une pratique mentale. Donc, on va faire un petit jeu. On n'aura pas beaucoup de temps, là. On va se donner à peu près 2 minutes, là, pour s'imaginer au cinéma. Et on va aller se remémorer de ce fameux déclencheur et de notre réaction qu'on vient juste de découvrir ou de nommer. Et on va décider qu'est-ce que je voudrais, comment est-ce que je voudrais être à la place. C'est quoi la réaction que j'aimerais démontrer si j'étais un peu plus en contrôle, en conscience de moi-même. Je vais vous le rendre très, très simple, cette pratique-là. Je vais vous donner 3 modalités, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Et je vais vous inviter à, bien, si ça vous tente, fermer les yeux. Puis si ça ne vous tente pas de fermer les yeux, fermez-les pas. Mais projetez-vous, imaginez-vous en train de... Moi, je vais les fermer les yeux. En train de vous projeter comme dans un cinéma, là, et vous êtes le directeur du cinéma, et vous décidez, bon, bien, Gabi, vous choisissez vous-même, comment est-ce que je voudrais être dans cette situation-là? Fait, je vois le déclencheur, j'aime pas comment je réagis, donc je vais changer ça. Je vais commencer par un visuel. J'ai l'air de quoi? Allez voir même votre posture. Est-ce que je suis debout? Est-ce que je suis assis dans ce genre de situation-là? Est-ce que je me lève? Est-ce que je me mets en mouvement? Est-ce que je me rapproche de la personne? Est-ce que je prends une distance plutôt? Puis allez même voir votre visage. C'est souvent notre visage parle et dit des messages. Fait que, quelle est l'expression que je voudrais leur donner? Maintenant, on va rajouter l'auditif. Qu'est-ce que je veux dire à cette personne? Ça serait quoi des beaux mots, ou peut-être pas nécessairement des beaux mots, mais la bonne façon de m'y prendre? Je donne un exemple. Bon, j'ai pas aimé son ton. Je me rapproche de la personne, puis là, je m'entends dire « Écoute, je t'entends. » Oh, moi, j'aime ça. OK. Écoute, je t'entends. Je m'engage à rien, je fais juste dire que je l'entends. Je t'entends. Je peux-tu partager quelque chose à propos de ça? Ah, j'aime ça. OK, je demande une permission. Puis peut-être que vous n'avez pas la recette tout de suite, mais laissez-vous juste voir qu'est-ce qui monte en premier, puis vous allez pouvoir la changer à fur et à mesure avec le temps. Et là, on va rajouter quelque chose, une autre dimension qui est l'interne.
qu'est-ce que vous vous dites dans ce moment-là? Parce que, justement, il y a un dialogue interne qui se passe constamment. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous dire à l'intérieur pour pouvoir réagir de cette façon-là? C'est-tu un message genre « Gabi, t'es capable » ou c'est-tu « Gabi, t'es une personne bienveillante » ou « Sois curieuse ». Moi, j'aime l'ouverture. Je veux préconiser l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire pour pouvoir être de cette façon-là? Puis maintenant, imaginez l'être, puis remarquez comment vous vous sentez. Ça, c'est un bon indicateur. Je me sens-tu alignée? Je me sens-tu en paix? Y a-t-il quelque chose qui me chicote? S'il y a quelque chose qui vous chicote, revenez au film. Faites les changements nécessaires. Je vais changer mon dialogue. Je vais changer ma posture. Ah, je vais lui dire quelque chose avant. Donc, je vous invite à revenir. Merci. Et ça, on le fait rapidement, mais je vous invite à le faire chez vous. Moi, je le fais souvent avant de m'endormir. Puis je me prépare un peu, ma semaine, je sais qu'est-ce qui s'en vient, je sais c'est quoi mes déclencheurs. Puis des fois, c'est des déclencheurs surprises, mais je me connais, fait que je sais où je suis sensible. Donc, je me fais un visuel de j'ai l'air de quoi demain, j'ai l'air de quoi cette semaine dans ma réalité. Puis après, je m'endors. Je me donne un petit 2 minutes, puis je fais mon petit film, je m'endors. Puis là, je me réveille le matin, puis là, je reconnecte à ce visuel-là, juste assez pour que, je puisse m'en rappeler. Puis après, je le laisse. Je m'en vais faire ma journée. Ce qui se passe, c'est que durant la journée, quand je ne suis pas ce que j'ai visualisé, je commence à le remarquer. Je commence à ressentir, c'est pas le sentiment que j'avais senti, moi, quand je l'ai créé, ce film-là. Et ça me permet d'avoir cette conscience et maîtrise de moi, parce que j'ai déjà ma recette de comment je veux être à la place. Fait que j'ai pas à réagir et changer dans le moment. J'ai juste à reconnecter à ce que j'ai déjà créé comme recette. Puis plus qu'on le visualise, plus que le cerveau, il ne sait pas la différence entre c'est-tu imaginaire, c'est-tu vrai, plus qu'il se sent confortable à l'être comme ça. Puis c'est comme ça qu'on développe nos habitudes. C'est comme ça qu'on fait nos changements internes qui se voient à l'externe. Merci. Alors, merci beaucoup, Gabi. Alors, check. Tout est fait. Alors maintenant qu'on a compris, qu'on comprend mieux ce qu'est la conscience de soi et la maîtrise de soi, on est maintenant prêt à aller vers les compétences sociales qui sont la conscience sociale et la gestion des relations. Alors, qu'est-ce que la conscience sociale? Bien, c'est la capacité à comprendre les émotions d'autrui et de se mettre dans leur perspective. Alors, les 3 sous-compétences nécessaires à la conscience sociale, bien, nous avons l'écoute du langage verbal, donc l'écoute des mots, et l'écoute du langage non verbal, qui sont par exemple les expressions du visage, le contact visuel, la posture, les gestes, le ton de la voix. L'empathie, à ne pas confondre avec la sympathie. Alors, j'explique la différence. L'empathie, c'est la capacité de comprendre les émotions des autres tout en gardant une distance émotive, affective, ce qui nous permet de comprendre de manière objective ce que l'autre est en train de vivre dans son contexte spécifique. Tandis que la sympathie, on parle plutôt d'une réaction émotionnelle par rapport à un autre. Okay? On parle ici peut-être de lien affectif. Okay? Ça suppose de lien d'attachement. Donc, ça ne nous permet pas la distance nécessaire pour comprendre de manière objective la situation de l'autre. Donc, dans le contexte de l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie qui est à favoriser et la sympathie, on la laisse de côté. Donc, la 3e sous-compétence nécessaire, c'est la capacité de se mettre dans la perspective de l'autre. Ce qu'on entend par là, c'est la capacité de mettre de côté ses filtres, donc ses préjugés, qu'ils soient favorables ou non favorables. C'est la capacité de mettre tout ça de côté parce qu'ils sont influencés par notre culture, nos préjugés, notre âge, notre religion, d'où on vient. Et lorsqu'on met tout ça de côté, c'est de se mettre dans la perspective de l'autre, d'aller à la rencontre de l'autre par la suite. Un autre outil qui nous permet de comprendre la perspective de l'autre, c'est le DISC,
OK, qui nous permet de comprendre les styles de communication. Et je vais inviter Gabi à venir vous parler de cet outil. Ça veut dire qu'on va jouer. OK. Donc, qui ici connaît les 4 styles de communication? Oui. Vous êtes quoi? Jaune. Jaune. Oh, il y a plus de jaune que je pensais. Okay. Moi aussi, jaune. Non? Je vais vous les expliquer rapidement, les 4 styles. Et je vais vous inviter à, premièrement, on va faire un peu conscience de soi et conscience de l'autre en même temps. On ne peut pas ne pas se permettre d'aller voir c'est quoi son propre style. Fait qu'aller remarquer c'est quoi plus mon style, mais aussi aller rechercher la personne là, qui vous a déclenché. C'est quoi son style, puis remarquer que est-ce qu'il est différent du vôtre. OK? Juste avant qu'on rentre là-dedans, je n'essaie pas de dire que qu'on se met dans des cases et qu'on est seulement un style. Ce n'est pas vrai. On a tous les 4 styles en nous, donc on est capable de toucher aux 4. On a tendance à avoir un style qui est plus prédominant. Souvent, il y a 2 styles qui sont prédominants. Il y a une rareté qu'il y a certaines personnes qui ont les 4 en égalité. Fait que si vous êtes vraiment confus, bien, ça se peut que vous êtes dans la rareté. Vous êtes les 4. OK? Le rouge ici, c'est le dominant. Donc, on voit l'axe de tâche et extroverti. Fait que quelqu'un de dominant, c'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui a de l'énergie. C'est un extroverti. Fait que quand il rentre dans la salle, ça rentre. On l'entend rentrer. Il y a des idées. Il va parler de tâches, il va parler de résultats, il va savoir qu'est-ce qu'on fait. Il n'a pas peur de prendre des risques, ça parle un petit peu plus vite. On va aller en bas maintenant au jaune. Le jaune est aussi extroverti, mais il est plus dans la relation. Ça veut dire que lui, quand il va rentrer dans la salle, on va le voir, on va peut-être moins l'entendre dans ses pas, mais il va rentrer, il est souvent léger, il est souriant. Il aime aller connecter. Salut, Mélanie. Vous avez vu, j'ai donné un câlin à Mélanie au tout début. Ça, c'est un jaune. Donc, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est un bon vendeur, c'est un bon influenceur. Donc, si vous avez à faire travailler votre équipe tard le soir et vous ne pouvez pas la payer, amenez un jaune dans l'équipe. Parce que lui, il va dire, on commande une pizza, puis on s'amuse, puis tout le monde va être content. Donc, les jaunes on est plus que ça, là. Je ris un peu de moi parce que je suis jaune, mais très dans l'influence. On passe de l'autre côté, le stable, le vert. Lui aussi, il est relationnel, mais là, on va dans une énergie introvertie. Fait que là, quand ça rentre dans la salle, on l'entend moins. Mais c'est celui qui prend soin des autres dans sa relation. Fait qu'il est très porté à s'assurer que l'autre est bien, que l'équipe va bien, l'harmonie est importante. J'aime pas ça, les conflits, je veux pas trop y aller là-dedans. On est tous corrects, on va s'en sortir. La sécurité est très importante. Et ensuite, le bleu, c'est aussi un introverti, mais on revient à la tâche, mais très différent du rouge. Parce que lui, quand il rentre dans la salle, bien, il y a probablement un calepin ou des notes, ou en tout cas, il y a quelque chose parce qu'il est organisé et pour lui, c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi l'agenda, on a combien de temps, puis est-ce que vous avez fait vos devoirs? OK? Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Parce que moi, mon chirurgien, là, je le veux pas jaune. OK? Je le veux bleu. Right? Mais si je m'en vais voir une conférence, j'aimerais ça qu'on a les 2 du jaune, fait qu'on est correct. Fait qu'on aimerait ça avoir un conférencier qui a un petit peu de jaune pour animer un tout petit peu. Fait que tout est bon, ça va dépendre de comment qu'on l'utilise. Fait que je vous invite juste à remarquer quelle est votre prédominance. Votre monsieur, madame déclencheur, c'était quoi sa prédominance? Êtes-vous opposé? Est-ce que c'est venu jouer un rôle? C'est ça, la conscience sociale. C'est de reconnaître qu'on n'est pas toutes faites pareilles. Et je finis avec ça. On a tendance à penser que si tu es comme moi, ça, c'est inconscient. Si tu es comme moi, tu me ressembles. Tu es un rouge comme moi, tu es un jaune comme moi, tu es une bonne personne. Tu n'as pas les mêmes couleurs que moi? Pas sûr. C'est inconscient. Puis c'est ça l'intelligence émotionnelle, c'est de l'amener à la conscience. Pour pouvoir réaliser, on le sait que c'est pas vrai, ça.
Merci, Mélanie. Merci beaucoup, Gabi. Alors, Vous allez le voir dans les petites notes. Je vous ai écrit des petites notes. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose quelques petites questions. C'est quoi son énergie? Où est-ce qu'il met son attention? Est-ce qu'il est plus relationnel? Il est plus tâche? Puis rapidement, on peut aller voir c'est quoi le style des gens. pour mieux l'écouter. Alors maintenant, pour terminer, on va passer à la 4e compétence en intelligence émotionnelle, qui est la gestion des relations. Alors, qu'est-ce que la gestion des relations? Bien, c'est la capacité d'interagir efficacement avec les autres et de résoudre des conflits de manière constructive. Alors, comme tout à l'heure, Gabi nous parlait de l'outil d'amélioration de la gestion des relations, donc le DISC. Ensuite, Gabi. Veux-tu le dire? Oui. Ben oui, c'est encore toi. Fait que le disque, écoute, je me répète pas, une fois qu'on voit la différence, ben on peut l'utiliser. Tu sais, il y a une façon de parler, puis ça, vous pouvez faire une petite recherche super rapide, là, puis ça va vous donner plein d'informations, ou ChatGPT va vous dire comment parler à quelqu'un qui est rouge, jaune, vert, bleu. Okay? Ensuite, on a, mes lunettes le disent bien, les étapes de la communication empathique. Donc, comme on a parlé de l'empathie tantôt, là, c'est pas la sympathie. Donc, c'est bien de ne pas avoir trop peur d'aller dans une conversation où il va y avoir des émotions. Puis des fois, on se dit, j'ai pas le temps, je suis pas un thérapeute, qu'est-ce que moi je vais faire, ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas que quelqu'un qui vit des émotions, on ne s'attend pas à ce que l'autre personne règle nos problèmes. Mais des fois, juste être vu suffit. Donc, la communication empathique, c'est permettre l'autre à savoir qu'elle est vue, la personne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste, si on voit quelqu'un dans les émotions, mais juste le nommer. Je vois qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-leur vous le dire, puis ils ne vont pas tout vous dire. Puis si vous ne posez pas de questions, ça ne va pas être si long que ça. On a peur que, ça ne sera pas si long que ça. Posez juste pas de questions. On dirait que c'est contre-intuitif, l'intelligence émotionnelle, pose pas de questions. Deuxième étape, votre question, ça va être, c'est quoi ton besoin premier présentement? Donc, on ne va pas dans le détail, on revient à soi pour ensuite lui poser deux questions à poser. La deuxième, c'est ça, c'est donc, de quoi as-tu besoin pour y répondre? Puis, y a-t-il quelque chose que moi, j'ai une co-responsabilité à faire avec toi? Souvent, même pas. Puis des fois, c'est juste, je peux-tu avoir un break, je peux-tu partir plus tôt? Puis oui, pas de problème, ou arrange-toi avec tes collègues, mais oui, absolument. Mais ils vont se prendre en responsabilité. Et la dernière chose, c'est la communication non violente. C'est un cours en soi, donc, je vais aller à l'essentiel. La communication non violente, c'est une communication, premièrement, le mot « violente », souvent, on a peur de ce mot-là, mais la réaction que nos mots, que nos interactions peuvent avoir chez les gens, ça peut être violent pour eux, même si nous, notre intention n'est pas d'être violente. Si vous préférez changer le mot « violente » pour « consciente », communication consciente, communication bienveillante, c'est la même chose. Première étape, ça se passe avant même de rentrer dans la conversation, c'est votre intention. Combien de fois est-ce qu'on rentre dans une rencontre, je vais le rencontrer, là, puis on va se dire les vraies choses. Mais regardez mon énergie. J'ai quoi, mon intention? Probablement l'intention de lui montrer qu'il a eu tort, lui montrer que c'est qui a eu raison, puis que tu m'as fait mal. Puis ça, je ne l'accepte pas. Donc, on veut changer ça et on veut se donner une intention qui est plus bienveillante. Je veux collaborer, je veux être bienveillant, je veux être curieux. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux amener à la rencontre? Ça va faire toute la différence. Ensuite, il reste 4 étapes. La deuxième ici, c'est communiquer les faits observables. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'un fait observable, ça sonne comme suit. Tu es rentré dans la rencontre et tu n'as pas participé, tu n'as posé aucune question et tu as confirmé que tu n'avais pas fait le travail préparatoire. Donc, il a confirmé, il est rentré, good. Ce qui n'est pas un fait observable, c'est tu es rentré dans la conférence, dans la rencontre, tu n'as pas été préparé, tu n'as pas collaboré avec tes amis, puis tu n'étais pas prêt. Puis des fois, on a la difficulté à savoir qu'est-ce qui est un fait, puis qu'est-ce qui est une opinion ou pas seulement une opinion, mais qu'est-ce le sens qu'on donne aux choses. Fait que ça, des fois, il faut le travailler pendant un bon moment.
pour nommer seulement qu'est-ce qu'on peut pointer et vraiment observer parce qu'on veut que l'autre soit capable de dire « OK, oui, je le vois ». Ensuite, on peut communiquer l'impact sur nous, pas l'impact sur le monde. Moi, quand tu as fait ça, je me suis sentie au dépourvu, je me suis sentie un peu mêlée, je me suis posé moi-même des questions sur est-ce que moi j'ai envoyé les choses, pour ensuite nommer mon besoin. Je réalise que moi, la collaboration, c'est vraiment important, j'en ai vraiment besoin. J'ai réalisé que moi, la préparation, là, c'est vraiment clé pour avoir une belle communication ensemble. Et enfin, pouvoir passer à une demande et en phase sur co-responsabilisation. Parce qu'il n'y a personne dans le monde qui est responsable de répondre à votre besoin, même pas votre conjoint puis votre conjointe, même si on aimerait vraiment ça, mais ils ne sont pas responsables. Right? Donc, à nous de répondre à notre propre besoin. Si j'ai un besoin de collaboration, qu'est-ce que moi je vais faire pour pouvoir amener une meilleure collaboration? Et si l'autre vous entend dire « moi, je m'engage à », c'est beaucoup plus facile à accepter « je pourrais-tu te demander, toi, de faire ça? » Puis ça se peut qu'ils vous disent « bien ça, c'est un peu difficile pour moi. » Bon, là, on a à travailler, ça serait quoi la demande qui serait raisonnable pour la personne? Mais comme ça, il y a une belle responsabilité envers soi-même. On est dans une objectivité et ça permet une belle ouverture et donc une belle communication. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On espère vraiment que ce qu'on vous a apporté aujourd'hui va vous aider, vous servir. On n'a pas pu aller en détail dans tout, mais ce qu'on aimerait savoir, avec quoi vous repartez aujourd'hui? Quelle est la petite perle avec laquelle vous repartez qui va vous permettre de faire un pas en avant et d'aller de l'avant vers le développement de vos compétences en intelligence émotionnelle? Donc, on aimerait, encore une fois, avec le code QR, que vous nous partagiez avec quoi vous repartez aujourd'hui. On a une petite période de questions aussi en ce moment. Oui, il nous reste encore un bon 8 minutes pour vos questions. Ouais. Et on n'a pas pu passer en détail tous les beaux outils qu'on vous a partagés. Mais sachez que, on vous remet la fiche outils et il y a plusieurs liens à la fin qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur les différents outils. Et bien sûr, si vous voulez en savoir davantage, on est disponible là, à ce que vous veniez nous parler après ou si vous venez poser vos questions, on est disponible. Comme ça, on va lire le disque. Truc, le style de connaissance. C'est quand même assez varié. Créer mon film. Partage pour l'intelligence. Beaucoup dans la communication, hein? Oui, oui. Intéressant. Ouais. Oh, wow, je suis contente. Je n'utilise pas assez de Q. Conscience de soi, conscience de soi. Bien, plein de belles choses. Ça, oui. c'est bien, c'est bien varié. Ouais. Et la conscience de soi prend un lead avec la communication. Oui, la conscience c'est comme un de soi. cheval, des courses de chevaux, tu sais. La communication, conscience de soi. Super. Bien, vous pouvez continuer à écrire, mais on est ici maintenant pour répondre à vos questions. Ça peut être quelque chose de personnel que vous vivez. Ça peut être quelque chose de professionnel. Ça peut être la clarification de quelque chose qu'on a mentionné. On est ouvert à tout. Merci. Merci. Alors, pour ceux et celles qui veulent encore la fiche outil version papier, Francis est là-bas. Donc, vous avez juste à lever votre main si vous voulez la voir. Une question? Des questions? C'est bon? Pour ceux qui partent, passez une merveilleuse journée. Merci d'avoir été ici.